Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau d'ATV Guadeloupe pour notre série d'entretiens d'entre les deux tours. Et c'est avec Max Mathiazin, candidat dans la 3e circonscription, que nous débutons cette série d'entretiens. Max Mathiazin qui a fini 2e dans la 3e circonscription, derrière un faible Nestor Luce. C'est pas un exploit. C'est un succès, c'est une réussite. Quand on pense que je suis parti en campagne, après 2 ans d'interruption, je dirais politique, quand je réalise un tel score, même si le taux d'abstention est très faible, je considère que c'est un succès. Pourquoi? Parce que j'étais encadré de 2 machines politiques. Oui. D'un côté le GUSR, d'un côté la machine socialiste qui soutenait le candidat Baron. J'estime que l'avoir fait, il fallait le faire et je l'ai fait. Je ne sais pas ce que vous appelez un succès, mais 2,74% des inscrits, un succès? Vous maintenez? Non, ça c'est autre chose. Vous maintenez? Non, c'est un succès. Ce n'est pas un succès pour la démocratie, ni pour l'expression démocratique, puisque l'abstention, cela ne peut faire plaisir à personne. Et quand il y a abstention, cela signifie qu'il y a un déficit d'explication, qu'il y a un déficit ou il y a une déception de la population vis-à-vis de la politique des politiques mises en place ou des hommes politiques. Il faut commencer à réexpliquer. Il faut peut-être faire de la pédagogie. Il faut expliquer que le droit de vote est un droit essentiel pour l'expression d'une population. Sacré même. Même sacré, parce qu'il y a des endroits où on meurt pour avoir le droit de vote, pour accéder au droit de vote. Donc ce n'est pas un succès pour la démocratie en soi, mais c'est un succès pour personnel, c'est un succès pour mon équipe, et c'est un succès pour ceux qui ont cru en moi après une... Oui, mais les gens pensaient que vous alliez vous allez carrément dépasser, écrabouiller Nestor Luce. On disait que ce n'était pas un candidat à votre niveau. Résultat, il termine devant vous. Eh bien, il termine devant moi, mais j'arrive devant lui dans 5, si mes souvenirs sont exacts, dans 5 des 7 communes de la circonscription. Il a dû attendre Petit-Bourg, qui est une grosse commune, avec son poids écrasant d'électeurs, pour être devant moi, de 300 voix. Mais je vous rappelle qu'en 2012, rappelez-vous, vous vous en souvenez, Henri Chalus, le député sortant, il m'avait devancé de 4100 voix au premier tour. Et il s'en est fallu de peu pour que je renverse la situation. Aujourd'hui, je suis confiant parce que la population a compris mon message et la population a compris aussi qu'on ne pouvait pas faire une telle différence, aller vers une telle hégémonie de 2 communes, voire d'une commune, parce qu'elles sont plus grandes, parce qu'elles sont plus peuplées sur l'ensemble du Nord-Basse-Terre. Et je crois que la population s'apprête à mettre en place un certain équilibre des pouvoirs. Donc vous avez l'impression d'avoir un peu imprimé, parce que vous sortez de D, vous avez obtenu un score, on va dire, éloquent, et pour aller vers Sainte-Rose, Bémao, où on vous reçoit moins dans ces communes-là. Mais je suis le candidat qui a fait des voix partout. Et c'est ce qui explique mon succès. Je viens d'une petite commune comme Déhay. C'est vrai que Déhay, dans l'expression, est la commune ayant le plus voté, proportionnellement. Mais j'ai eu des voix un peu partout, et c'est ce qui explique. Moi, M. Luce n'a eu des voix qu'à Petit-Bourg. Il m'a devancé, il a fallu attendre Petit-Bourg. Et cet embrouillamini, on disait que vous étiez l'homme d'Henri Chalus, après vous ne l'étiez plus, après vous étiez plus socialiste, après les socialistes vous ont rhabillé maintenant parce que vous êtes sous le point peut-être de devenir député de la 3e. Qu'est-ce qui se passe, Mathiazin? Où est votre identité politique? Je suis un homme de gauche, je l'ai toujours dit. Et je suis un socialiste de cœur, je le demeure. Je n'ai jamais renié mes sentiments. Mais comme vous le savez, j'ai quitté le Parti socialiste parce que j'étais en désaccord avec une personne, un leader au Parti socialiste. Victor Allurel, pour ne pas le nommer. Pour ne pas le nommer, je suis parti. Et il s'avère que moi, je n'ai pas demandé son soutien à Henri Chalus. Il m'a proposé, il m'a dit, vous êtes l'homme de la situation, je te vois gagner cette circonscription et je te soutiens. Et la dernière fois qu'il m'a affirmé son soutien, enfin qu'il me l'a réaffirmé publiquement, c'était le 24 mars et à la veille de la présentation de ma candidature à la presse. Maintenant, si quelqu'un a changé, ce n'est pas moi, c'est M. Chalus. Donc, que son oui soit oui ou que son non soit non, moi je reste constant. J'ai aidé Henri Chalus pour les régionales parce que j'ai cru qu'il fallait un changement à la direction de la région Guadeloupe pour moins d'ego, plus d'équité, pour que nous soyons et qu'il y ait une politique peut-être plus lisible. On sait que vous avez des relations familiales à Bémao et donc il y avait une candidate, Sylvie Chamougon. Qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire? Il ne vous a pas échappé qu'elle était investie par les Républicains. Oui. Donc elle a exprimé le point de vue des Républicains sur cette question. Oui. De toutes les façons, les électeurs et les électrices sont libres. Et j'espère que les électeurs et les électrices de Sylvie Chamougon pencheront en ma faveur
parce que je crois qu'il y a là peut-être une vraie sympathie. Il y aura une assemblée, vous en vont entre 400 et 440 députés macronistes. Qu'allez-vous faire dans une telle assemblée? Je vais travailler dans une telle Pourquoi assemblée. faire? D'abord, sur deux plans. Je vais travailler d'abord dans l'Assemblée, je vais travailler également en commission, mais ce qui m'intéresse, c'est travailler pour la population. Oui. Et travailler pour la population, c'est d'abord être d'accord et le prouver avec les mesures proposées par Emmanuel Macron, mais également proposer des propres mesures pour la Guadeloupe. Et je vais en citer une, c'est je vais mettre en place un véritable plan de développement financé, quinquennal, équilibré pour la Guadeloupe. Parce qu'on parle beaucoup de rattrapage, on parle beaucoup d'égalité réelle. Parlez-nous un petit peu, insistons un peu là-dessus. Quels seront les contours de ce plan? Eh bien, ce plan, ce sera un plan général parce qu'on parle beaucoup de rattrapage et d'égalité réelle. Je vais rendre l'égalité réelle en leur disant, bon, puisque vous dites égalité réelle, et puisque j'ai rencontré Emmanuel Macron, qui m'a dit qu'on peut proposer un plan différencié pour chaque outre-mer. Par conséquent, on va travailler sur les différents domaines économiques. Nous allons privilégier, bien sûr, l'agriculture, les grands équilibres économiques que nous connaissons déjà, mais également faire d'autres propositions en matière de formation professionnelle, en matière d'agroalimentaire, en matière d'aquaculture. Je crois que nous avons de véritables chances dans ce domaine-là, et c'est là que je vais insister. Et surtout, je vais insister sur le financement des PME, des petites et moyennes entreprises de la Guadeloupe, de manière à permettre un décollage, permettre l'investissement, la création d'emplois. Oui, alors justement, Emmanuel Macron, le gouvernement, dans son approche, dit déjà que il va falloir peut-être revoir le collectif budgétaire de même 2017, qui a été fait par le gouvernement précédent, ne va pas tenir parce qu'il y a trop de dépenses, tout est à l'explosion, tout est dans le rouge. Vous croyez sincèrement pouvoir obtenir quelque chose? Il faut se battre pour obtenir quelque chose. Mais on nous avait dit, mais pour la Guyane, on nous avait dit qu'il n'y avait rien, que les caisses étaient vides. Et on a trouvé 3 milliards. C'est une question d'équité. Dans cette raréfaction de l'argent public, il faut qu'on nous traite de manière équitable. Par conséquent, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais me battre. Et c'est cette voie-là que je vais faire entendre. La voie pour l'équité, parce qu'il faut que nous soyons, parce qu'ils ont mis... Aujourd'hui, il y a un décalage de niveau de vie, de part du PIB par habitant, de 30% entre nous et la France hexagonale. Vous croyez que c'est possible? Le seuil tolérable est d'environ 20%. Eh bien, je vais me battre pour que nous soyons dans une moyenne qui soit acceptable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, le gros chantier du gouvernement, réforme du Code du travail, pour libérer un peu, comme on dit, les énergies. Libérer les énergies, pour vous, c'est saccager la garantie des salariés? Non, il ne s'agit pas de saccager les garanties des salariés. La France ne peut pas faire autre chose que de se réformer aujourd'hui. C'est-à-dire réformer et sécuriser. Je vous informe par exemple que dans la réforme, personne ne connaît le contenu de cette réforme aujourd'hui. La concertation... Parce que le contenu est caché, ça sortira après les élections. Non. D'ailleurs, Emmanuel Macron, même en cachant le contenu, même avec les soupçons de sacrifice du Code du travail, des travailleurs qui tombent dessus, est largement majoritaire avec 400 à 430 députés. Par conséquent, je crois que... Il a les mains libres pour tout chambouler, pour renverser la table et pour réformer le pays? Non, pas du tout. Je crois que c'est quelqu'un qui a proposé un programme équilibré. Je prends un exemple. Il passe par la négociation. Et les syndicats aujourd'hui, en tout cas, beaucoup des syndicats sont prêts à travailler avec lui. Il passe par la concertation, la négociation. C'est ce qu'il faut dans une démocratie. Mais la France ne peut pas ne pas se réformer. La France, aujourd'hui, est à 100% de son PIB endetté. On ne peut pas continuer en prenant le risque d'être la Grèce demain. Je crois qu'il faut trouver une politique mixte entre la préservation du modèle social français et en même temps le coup de fouet qu'on peut donner à l'investissement. Et c'est ce qui est important pour un pays. Il ne s'agit pas de se dire il faut sanctuariser sans réformer, sans revoir et sans dynamiser. Alors, Max Mathiazin, vous êtes quelqu'un d'engagé dans la vie publique. La moralisation de la vie politique, la tournure que prennent les événements, ça vous inquiète? Écoutez, moi, je suis pour examiner la question de la moralisation. Il ne faut pas que la moralisation, qu'on confonde moralisation et frein à la vie politique. Il faut trouver le juste équilibre. Tout le monde n'est pas malhonnête. Tous les politiciens ne sont pas des voleurs, des gens qui ne pensent qu'à se mettre de l'argent dans les poches. Moi, je pense qu'il faut être honnête. Et si on est... Moi, je me dis que le premier
le premier, je veux dire, leitmotiv, la première façon de se comporter, c'est de se dire en soi-même que ce sont les deniers publics dans un contexte extrêmement difficile pour ceux qui sont les plus défavorisés. Donc, on commence à être moral avec soi-même. Et puis, de toute façon, la question de la moralisation, ça ne peut gêner personne. Ça ne peut gêner personne, ou alors ça ne peut gêner que ceux qui ne sont pas moraux. Alors, Max Mathiazin, je suis électeur dans la 3e circonscription, pour de vrai, ce n'est pas une question feinte. Qu'est-ce que vous avez à me dire pour me convaincre de voter pour vous samedi? J'ai à vous dire, Monsieur Canval, sans doute êtes-vous chef d'entreprise. Bien, nous allons, si vous êtes un petit chef d'entreprise, vous avez une petite entreprise, comme c'est le cas pour la plupart des entreprises en Guadeloupe, nous allons supprimer le RSI. Oui. C'est une chose importante. Et vous ne supprimez pas les cotisations? Nous n'allons pas supprimer toutes les cotisations. Nous allons également augmenter la capacité, par les 50 milliards d'euros, d'accéder à un crédit pour pouvoir investir, pour que vous puissiez investir, développer votre entreprise. Et nous allons également vous favoriser dans une flexibilité et dans le dialogue vis-à-vis de vos employés. Je crois que ces 3 points-là sont 3 points importants qui pourront vous permettre de donner de l'extension et un peu d'air à votre société et ainsi pouvoir peut-être créer des emplois. Et les gens qui ne sont pas allés voter samedi dernier, qui disent « mais qu'est-ce qu'il raconte, mais il n'arrive pas à me convaincre que je puisse sortir de chez moi un samedi prochain ». Et je leur dirais qu'il y a des pays, je l'ai déjà dit tout à l'heure, où les gens meurent pour avoir accès à ce droit de vote. Il y a des pays où les femmes ne votent pas. C'est un droit fondamental et que ça ne peut pas être exercé, son droit de vote ne peut pas se concevoir comme une fantaisie. Mais je vais aussi porter, il faut dire qu'à la décharge des personnes qui ne sont pas allées voter samedi, il faut se dire que le samedi, il y en a qui travaillent le samedi. Il y en a qui ont leurs préoccupations, qui vont chercher leurs poissons, qui vont faire leur course. En semaine, donc ça n'empêche pas aux États-Unis aussi. Oui, mais disons que ce n'est pas la même forme d'expression, dans la mesure où le vote du samedi, c'est quelque chose de récent chez nous. Je crois que les Guadeloupéens ne sont pas encore accoutumés à l'exercice du droit de vote le samedi. Mais il faut se dire aussi que le dimanche, les gens avaient l'habitude de voter le dimanche en sortant de la messe, en allant, par exemple, ne serait-ce que prendre du carburant dans leur voiture, etc., pour leur voiture, ils allaient voter. C'est une tradition, il y a des coutumes, il y a des coutumes, je dirais presque ancestraux, auxquels on ne touche pas sans porter atteinte à certains faits, et notamment à l'exercice du droit de vote en l'occurrence. Est-ce que vous serez un député fidèle aux propos que vous avez tenus pendant la campagne et que vous tenez ce soir? Je suis un homme fidèle à ce que je suis. Tout le monde me connaît. Et ce qui me vaut aujourd'hui d'être aussi bien classé dans cette campagne, à l'issue de ce premier tour, c'est parce que les Guadeloupéens de la 3e circonscription reconnaissent en moi la fidélité avant tout. Et quand les gens disent une fois élu, ils tournent le dos à la population, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je serai présent parce que je me rendrai disponible. Et la preuve que je ne sais pas tourner le dos à la population et que la population ne m'a pas tourné le dos, comme je vous l'ai dit, c'est que j'ai eu une interruption politique en ayant quitté le PS, et bien me revoilà. Et les gens savent que parmi tous ces candidats, eh bien, il y en a un qui est en finale avec moi, qu'on ne connaît pas du tout dans la 3e circonscription et qui est porté par des béquilles. Il se réfère tantôt à la Rifla, tantôt à l'Osbar, tantôt à Chalus et à Macron, et à tous en même temps. Et moi, je suis moi-même, je ne me suis référé à quiconque. J'ai reçu des soutiens après le premier tour, mais je n'en avais pas. Je n'avais même pas un adjoint au maire d'une commune qui conférait avec moi. Donc, vous êtes fait tout seul, vous ne devez rien à personne. Si vous êtes élu, je dois tout d'abord à une équipe de Guadeloupéens, entre guillemets, sans grade, qui sont restés autour de moi et que personne n'attendait, mais qui sont partis sur le terrain parce qu'il y a une véritable amitié et une véritable sympathie entre eux et moi. Et je dois tout, surtout, à la population qui me connaît, la population de la Côte-Soulevant, la population de la 3e circonscription, qui connaît Max Mathiazin, qui connaît sa constance et qui connaît son sens, je dirais, mon affabilité tout simplement. Et mon sens, je dirais, de l'amitié. Je crois que c'est ce qui me lie à cette population. C'est ça qui fait que les gens vont sortir de chez eux samedi pour voter Max Mathiazin? Ceux qui sortiront de chez eux, en grande partie, je crois, voteront Max Mathiazin. Alors, il y a derrière vous, juste une toute petite question, Ferdi Luisi, Toribio et Adrien Barre. 1711 voix pour lui à Sainte-Rose, 5289 voix. Ces électeurs-là, vous leur dites quoi? Je leur dis qu'avec Max Mathiazin, vous me connaissez, il y a de la sympathie entre nous. Quand j'ai été conseiller général, j'ai défendu d'une voix forte et âprement mes idées, ce que je croyais être bon pour vous, pour la Guadeloupe. J'ai beaucoup fait dans mon canton. Je leur dis aujourd'hui, du fait de cette fidélité-là, de cette ardeur au travail, de mon sens de la vérité
eh bien, et du fait aussi que je n'ai jamais transigé sur, sur ma vérité, eh bien, votez pour Max Mathiasin, parce qu'avec moi, vous serez très bien défendu, et ne votez surtout pas pour une domination d'une partie de la des communes, d'hommes politiques, sur toute une population de la Côte-Saulvan qui est délaissée. Si nous voulons exister en Côte-Saulvan, si dans le Nord-Bas-Terre même, eh bien, il faut voter Max Mathiasin parce que ce serait équité. Et je suis sûr que la population de Bémao, comme celle de Petit-Bourg, sont des personnes, comme tous les Guadeloupéens, généreuses et qui vont voter, qui vont reconnaître le bien fondé du discours de Max Mathiasin et qui vont voter Max Mathiasin. Merci Max Mathiasin. Après vous, sur ce plateau, ce sera Nestor Luce pour nous fournir ses explications. À tout à l'heure. C'est avec Nestor Luce de la 3e circonscription que nous poursuivons notre série d'entretiens entre les deux tours. Nestor Luce, bonsoir. Bonsoir, Jacques Canbel. Vous êtes dans une circonscription un petit peu montagneuse, il y a des cols à traverser. Et là, samedi dernier, vous étiez en toute petite forme, si l'on regarde les résultats. Mais je ne sais pas si c'est parce que je suis un élu délégué au sport que vous empruntez cette métaphore. Oui. Mais moi, je vous répondrai que l'essentiel pour moi, c'est de passer le deuxième tour. D'accord, mais quand même avec 3,13% des inscrits, vous ne passez ni Tabanon, ni Versailles, ni Vernoux avec un tel score. Je crois que c'est l'abstention qui explique ce petit score. Oui. Oui, puisque l'abstention qui a été très présente... Mais vous êtes responsable de cette abstention. Pourquoi les gens ne sont pas venus pour voter pour vous? Parce que vous étiez là, vous leur avez parlé, ils ne vous ont pas écouté. Les gens ne sont pas venus parce qu'il y a un contexte qui fait que, bon... Les électeurs ont préféré rester chez eux. Je rappelle qu'il y avait 23 candidats, donc il y avait toute une confusion. Et beaucoup d'électeurs m'ont dit personnellement, je préfère venir au deuxième tour parce que 23 candidats, je n'y comprends rien. Et puis il y a tout le contexte des affaires. Enfin bon. Vraiment, si les gens avaient envie de voter, ils ne seraient pas venus malgré le nombre de candidats? Au deuxième tour, c'est une explication un petit peu facile. Au deuxième tour, les électeurs seront présents. Oui, au deuxième tour, vous êtes sûr? Alors, ils seront présents. Je regarde un peu votre score. Vous faites 2620 voix. Honnêtement, vous trouvez que c'est beaucoup? C'est peu, je l'avoue. Même sur Petit-Bourg, on aurait pu faire plus. Oui, le GUR, c'est 4000 voix au moins à Petit-Bourg. À Petit-Bourg, je rappelle, c'est pour l'élection, le deuxième tour des présidentielles, ça a été 6 000 voix pour Emmanuel Macron. On aurait pu faire 4000 voix et on va le faire au deuxième tour. Sur d'autres communes également, les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos espérances. Mais là aussi, je le dis, au deuxième tour, on va rectifier le tir. Et que ce soit sur Bémao, que ce soit sur Prête-Noire. Donc pour vous, Nestor Luce, vous êtes trompé avant le premier tour? On ne s'est pas trompé, simplement que les électeurs n'ont pas souhaité... les électeurs n'ont pas souhaité répondre à notre appel, mais ils le feront au deuxième tour. Mais vous étiez, on va dire, sous le drapeau du président de la République, Emmanuel Macron. Vous avez pensé honnêtement que vous alliez bénéficier de cette vague qui a submergé toute la France? On a bénéficié de la vague, puisque je rappelle que nous sommes sortis premiers parmi les 23 candidats. Mais avec 2600 voix. Avec 2600 voix, pas suffisamment. Oui. Pas suffisamment pour être élu au premier tour, loin de là d'ailleurs. Oui. Mais quand même premier. Et puis, je le dis, nous allons poursuivre la campagne sur la 3e circonscription. Et je vous donne rendez-vous samedi soir, où vous verrez qu'à Petit-Bourg, qu'à Bémao, qu'à Prête-Noire, qu'à Goyave, les scores seront beaucoup plus significatifs. Alors justement, il vaut mieux, parce que prenons le cas de Bémao. Vous terminez derrière Sylvie Chabougon? Vous croyez qu'Arichalius a vraiment appelé à voter pour vous? Non, je ne suis pas terminé derrière Sylvie Chabougon. Je suis sorti premier à Bémao. D'ailleurs, c'est les deux villes où nous sommes sortis premiers, Petit-Bourg, Bémao. Nous sommes sortis deuxième à Goyave, et avec des scores moins intéressants sur le reste des villes. Comment vous expliquez votre score à Bémao? Alors... c'est vrai que l'appel n'a pas été... L'appel d'Arichalius, qui a beaucoup travaillé sur ce premier tour, n'a pas été entendu. La majorité municipale de Bémao également a travaillé, puisque je le rappelle, c'est Chazi Sirani, mon suppléant, c'est un adjoint au maire de la ville de Bémao. Malheureusement, les électeurs de Bémao se sont abstenus encore plus que sur la circonscription. Mais j'ai bon espoir qu'au deuxième tour, le tir sera rectifié et que nous aurons nos 4000 voix à Bémao. Alors justement, derrière vous, il y a un peloton de personnes. Ferdi Louisi, 1792 suffrages. José Toribio, 1786 suffrages. Adrien Baron, 1711 suffrages. 5289 suffrages. Ces gens-là ne vous portent pas dans leur cœur.
Qui sait? Qui sait? Mais De non, toute mais manière, je vous porte savez, pas, en politique, tout est possible. Oui. Et en tout cas, nous... Il y a des et puis- négociations? Et puis, aucun candidat n'est propriétaire des voix de ses électeurs. Donc, il y a, bien sûr Non, mais qu'il y a quand des... je dis que ces gens ne portent pas le GUR dans leur cœur, ça veut dire qu'ils ne sont pas susceptibles de se rassembler autour de vous, C'est possible, c'est possible. ce qui est logique. C'est possible. Bon, vous savez, il y a des appareils de parti qui se rencontrent, qui discutent et puis qui aboutissent à des résultats. Mais je le répète, les candidats ne sont pas propriétaires de leur voix. Alors, faisons un peu de politique fiction, comme tout à l'heure à Bémao. Vous êtes élu samedi. Vous voulez faire quoi? Mais je veux être un député de la nation. Je veux aller renforcer la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, puisque je le dis, de très tôt, mon parti, Guadeloupe Unie Solidaire Responsable, avec son président Guy Losbar, avec Harry Chalus, on s'est positionné aux côtés d'Emmanuel Macron, sur le projet d'Emmanuel Macron, qui a été élu président de la République, qui a son gouvernement actuellement. Et bien, pour notre rôle maintenant, c'est d'aller renforcer cette majorité, mais bien sûr défendre les intérêts de la Guadeloupe, puisque notre... Mais renforcer cette majorité, ça veut dire quoi? Il n'aura pas besoin de vous, il aura entre 400 et 440 députés. Vous croyez vraiment que vous allez jouer un rôle de renfort? Mais de toute manière, c'est Gandhi qui a fait ça. Donc, il aura certes besoin de députés de son camp dans l'outre-mer et en Guadeloupe singulièrement. Et je suis ce député, sur la 3e circonscription, je suis le seul député qui est labellisé En Marche. Et donc, il faudra que je sois à cette majorité présidentielle. D'accord. Alors, il y a des grands chantiers qui sont déjà en cours. La réforme du Code du travail, l'école la rentrée prochaine, la loi de moralisation de la vie politique. Vous votez tous ces projets-là comme un seul homme, un député Godillot, Nestor Luce? Non, pas du tout, pas du tout. Je regarderai effectivement le contenu des projets de loi. Et avant de voter, bien sûr, globalement, nous sommes d'accord sur ce projet, puisque, je vous rappelle, nous avons validé le projet d'Emmanuel Macron. Mais par l'exemple sur la loi travail, nous allons regarder notamment l'aspect... Vous êtes dans le monde du travail, justement. Absolument. Par votre métier. Vous n'avez pas de crainte parce qu'il est annoncé, on révise le contrat de travail, on abandonne le CDI, enfin tout ça, ça ne vous inquiète pas? Non, non, je pense que Emmanuel Macron, il a pris la précaution quand même de rencontrer les organisations syndicales avant de... qui d'ailleurs n'ont pas émis trop de réserves sur ce projet de Parce qu'on loi. ne connaît pas trop ses ambitions, ce qu'il veut, jusqu'où il veut aller. Il paraît qu'il y a un projet sur la table et d'autres sous la table. C'est bien ce que je disais, il faudra attendre d'avoir le contenu exact de cette proposition de loi pour pouvoir se positionner. Sur l'aspect contrat de travail, par exemple, je suis plus réservé que le contrat de travail se discute à l'intérieur de l'entreprise. Alors vous êtes pour la primauté, en quelque sorte, du contrat sur la branche, l'entreprise sur la branche, ou la branche sur l'entreprise? C'est vrai que sur le code du travail, il faut libérer, il faut dépoussiérer. Il faut libérer le code du travail pour permettre effectivement le développement économique. Vous qui connaissez bien le monde du travail de par votre profession, qu'est-ce qu'il faut changer dans ce code? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon? Qu'est-ce qui nécessite cette réforme, selon vous? Parce qu'effectivement, il y a des contraintes, il y a des contraintes qui sont fortes à l'intérieur du code du travail et qui, quelquefois, sont même inutiles. Donc, il faut libérer ça. Simplement, il faut toujours protéger. Et la flexi-sécurité, ça doit être ça. Être plus flexible, mais toujours protéger le salarié. Et c'est ce à quoi nous devons nous attacher, nous parlementaires, pour que le salarié soit toujours protégé à l'intérieur de... Et vous n'avez pas l'impression qu'un salarié qui écoute cela, il se sent abandonné, même par les inspecteurs du travail? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Puisque, je le rappelle, le président de la République, il a reçu les organisations syndicales, que ce soit la CFDT, que ce soit la CGT, et ils sont tous sortis du bureau du président de la République avec des assurances. Et puis la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a donné encore des garanties. Le CDI restera toujours la règle. Alors, la moralisation de la vie publique, vous ne pourrez pas embaucher de cousins, d'oncles, de parents, d'amis. C'est gênant? Moi, je crois qu'effectivement, il fallait moraliser la vie publique. On n'a qu'à voir les derniers scandales qu'on a connus avant les élections présidentielles. Il fallait faire quelque chose, puisque
on a des résultats comme pour les élections législatives, là, avec un taux d'abstention qui est très fort. Il fallait arriver à ça. Après, il faut voir, bon, faut pas aller trop loin non plus, puisque, bon, sur l'embauche de proches, de fils, par exemple, qui a les compétences, qui c'est pas un emploi fictif. Vous Pourquoi pensez pas? que si on peut embaucher sa famille, si cette personne exerce réellement une tâche? Réellement, enfin, c'est mon point de vue. Si la personne exerce réellement un travail, que la personne a les compétences pour faire le boulot, pourquoi pas? Est-ce que vous seriez prêt à déposer des amendements pour un peu encadrer les choses en quelque sorte lorsque le débat se déroulera, le débat d'habilitation à l'Assemblée nationale? Absolument, absolument. Effectivement, de toute manière, il faudra cette loi d'habilitation. Et en tant que député, j'entends, en observant, travailler en commission, faire des propositions d'amendements pour encadrer, comme vous dites, cette loi. Non. Vous n'avez pas l'impression que les électeurs ont aussi voulu vous dire, mesdames, messieurs, on n'a pas d'eau dans le robinet, pourquoi on se dépasserait pour aller voter? Vous êtes incapable de régler quoi que ce soit comme problème. Mais non, mais de toute manière, il y a un travail qui se fait également en Guadeloupe. C'est pas ce que signifie l'abstention? C'est peut-être ça, mais enfin, il y a un travail qui est fait. Les élus de la Guadeloupe, quand même, travaillent. Et puis, en tant que député, il faudra aller relayer auprès du gouvernement, puisque en tant que député, je serai également ce relais auprès des collectivités majeures pour aller proposer des solutions aux problèmes de la Guadeloupe. Si on prend l'exemple du réseau d'eau, on sait qu'il faut 1 milliard. 1 milliard pour faire l'ensemble des réseaux. Il faudra absolument un accompagnement de l'État. Et de l'Europe aussi. Et donc vous allez vous bagarrer aussi. pour qu'on obtienne ce milliard. Et c'est le rôle du député que d'aller faire du lobbying, d'aller voir les ministères concernés, d'aller voir l'Union européenne pour avoir les moyens financiers. Oui. Il y a une autre proposition qui vient, je crois, du GUR. C'est Olivier Servat qui porte cette proposition, qui dit qu'il veut réunir un groupe outre-mer. À quoi ça va servir, honnêtement? Alors, un groupe outre-mer, bon, avoir un groupe, déjà, ça donne des moyens supplémentaires. Puisque en tant que parlementaire, député de l'outre-mer, on est en général dans un groupe, mais quand on est noyé dans le groupe, on n'a pas peut-être les temps de parole suffisants, on n'a pas les moyens suffisants. Alors, je suis d'accord d'une manière globale, globalement, je suis pour cette proposition, mais quand même avec des réserves, parce qu'il faudra voir avec qui dans ce groupe interdom. Alors, Nestor Luce, je suis électeur dans la 3e circonscription. C'est un schéma, je le suis réellement. Alors, dites-moi 2 ou 3 arguments qui me donneraient envie de voter pour vous. Alors, bon, vous savez que la 3e circonscription souffre d'un handicap fort, notamment la question le développement économique. Le développement économique avec un taux de chômage des jeunes qui est sur la côte Soulevant supérieur à la moyenne départementale. Donc, il faudra absolument faire quelque chose, il faudra relancer, il faudra faire du développement économique pour créer des emplois. Nous avons un potentiel avec la croissance bleue, la croissance verte, le 80% du cœur du parc de la Guadeloupe, c'est sur ce territoire, notamment Petit-Bourg, Pointe-Noire. Il faudra exploiter pour qu'il y ait du développement économique et pour que les jeunes de la population d'une manière générale, mais les jeunes en particulier, puissent trouver. Et qui va investir? Il faudra trouver les investisseurs. Il faudra trouver les investisseurs. Mais qu'est-ce que vous leur offrez? Déjà, effectivement, une biodiversité qui n'existe nulle part ailleurs. Oui. Nulle part ailleurs. Et en Guadeloupe, on a une biodiversité. Sur la croissance bleue, il faudra exploiter le littoral. Parce qu'on a effectivement des richesses. Simplement, actuellement, la législation est tellement contraignante pour toucher quoi que ce soit, que là aussi, je suis porteur d'une proposition de loi pour assouplir et même peut-être donner l'habilitation au conseil régional pour légiférer là-dessus. Pour permettre de saccager le littoral? Pas pour saccager le littoral. Bien sûr, le principe même, c'est toujours la préservation du littoral, mais il faudra pouvoir exploiter ce littoral pour du développement économique. Alors, Nestor Luce, on va achever là notre entretien. Le dernier argument pour que les gens puissent voter pour vous? Je suis ce candidat qui n'est pas un professionnel de la politique, qui n'a jamais couru après les mandats et le mouvement En Marche, justement, a voulu rejeter tous ces professionnels de la politique qui, pendant 25 ans, 30 ans, couraient après des mandats. Et je m'inscris dans cette démarche.
je veux être ce député qui va à l'Assemblée nationale pour travailler pour la Guadeloupe. Je demande effectivement aux électeurs de la 3e circonscription de me faire confiance et de voter samedi pour moi, pour ma personne, avec mon suppléant Chazi Sirani. Nous avons une méthode de travail qui nous permettra de travailler efficacement pour la 3e circonscription, pour la Guadeloupe. Merci Nestor Luce. Demain soir, rendez-vous avec Justine Bénin et Diana Perrin pour poursuivre ces entretiens de l'entre-deux-tours. À demain.